Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et c'est parti pour les vraies voix de la politique à 19h29 sur Sud Radio 0826 300 300 pour réagir, pour débattre avec nos vraies voix que je vous présente tout de suite. Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur de ce livre, Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous Luc-Éric Krief, entrepreneur, porte-parole du syndicat Place Alliance qui est avec nous en direct de New York ce soir. Bonsoir Luc-Éric Krief. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Bonsoir Nicolas. On vous pose cette question ce soir. Faites-vous confiance au nouveau gouvernement Borne? C'était le premier conseil des ministres aujourd'hui. Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et puis vous nous appelez. Je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300 pour nous donner votre avis et puis pour réagir et débattre avec Luc-Éric Krief et Nicolas Corato. Je vous le disais, c'était le premier conseil des ministres aujourd'hui présidé par Emmanuel Macron qui a assuré en préambule un gouvernement pour agir et rassembler notre pays. Ce sont ses mots. Le chef de l'État a tracé 4 grandes priorités. L'école tout d'abord, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation, dossier jugé comme le plus urgent. Tiens, d'ailleurs Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, planche déjà dessus. Sur la table, il est déjà prévu de prolonger le bouclier tarifaire, de mettre en place un chèque alimentation, de relever le point d'indice des fonctionnaires et puis de supprimer la redevance audiovisuelle. Il est également prévu de revaloriser les minima sociaux et les pensions de retraite dans le courant de l'été. Voilà, le gouvernement a du pain sur la planche. Faites-vous confiance à ce nouveau gouvernement Borne? On fera un point sur les votes dans quelques instants. Tiens, Nicolas Corato, qu'est-ce que vous pensez, alors pas en tant que citoyen, mais en tant qu'analyste politique de ce gouvernement Borne? Écoutez, que c'est un gouvernement très cohérent et finalement très homogène. Il est cohérent avec les choix passés du président de la République, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle orientation. On n'a pas vu, c'est pas une rupture avec le précédent quinquennat. C'est un gouvernement qui est dans la file droite politiquement des deux premiers gouvernements d'Emmanuel Macron, celui d'Édouard Philippe et celui de Jean Castex. C'est un gouvernement assez homogène parce qu'il est composé de personnalités qui sont à peu près d'accord sur le champ lexical et le champ d'action politique du macronisme. C'est pas un gouvernement, par exemple, d'ouverture. On en avait beaucoup parlé, hein, ouais. Des grandes figures de gauche qui devaient rejoindre, ou de gauche ou de la social-démocratie. Alors c'est un choix assumé selon vous ou alors Oui, je pense. Oui, pour moi, c'est un choix aussi de question d'homogénéité du pacte gouvernemental et de solidarité de ce pacte. Et puis c'est un gouvernement très cohérent et très dans la droitine, puisque c'est un gouvernement de droite. C'est un gouvernement qui va appliquer des politiques sociales, économiques, un programme présidentiel qui se situe très clairement sur le registre libéral et de la réforme libérale. Donc on est dans la continuité du premier quinquennat, on n'est pas surpris d'une certaine manière par les choix d'Emmanuel Macron. Et pour tous ceux qui disent qu'il est le roi du en même temps, pour le coup, il faut lui reconnaître une certaine cohérence et une certaine fidélité à ce qu'il est et à ce qu'il a dit être. Alors, un gouvernement de droite, c'est étonnant quand même, Nicolas Corato, puisque on aurait pu penser que Emmanuel Macron aurait voulu placer quelques billes dans ce gouvernement très à gauche, peut-être pour contrer la NUP et Jean-Luc Mélenchon aux élections législatives. Oui, mais manifestement, Emmanuel Macron continue à penser, pour l'instant ça lui réussit, que le centre de gravité de sa majorité, de son action politique est à droite. C'est ce qu'il fait depuis le premier jour de son premier quinquennat et il poursuit toujours cette route. Les élections présidentielles lui ont donné raison. Le score de Valérie Pécresse, finalement, c'est le résultat d'un quinquennat de déconstruction de la droite par Emmanuel Macron. Pourquoi s'arrêterait-il en si bon chemin? Alors, Luc-Éric Krief, que vous inspire ce nouveau gouvernement, très à droite, hein? Écoutez, moi, vu depuis les États-Unis, on n'a pas eu trop l'occasion, effectivement, d'avoir des informations sur le gouvernement, puisque je suis ici depuis une semaine. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on va miser beaucoup d'espoir, parce que en même temps, il va falloir que ça se concrétise par des mesures pragmatiques. La lutte contre l'inflation, effectivement, il y a des choses très importantes au niveau des entreprises qu'il va falloir mettre en œuvre. Je pense que la baisse de certaines charges, la réindustrialisation du pays devront être au cœur même des problématiques de ce futur
gouvernement. Et j'espère bien qu'effectivement, Elisabeth Borne prendra la juste mesure des chantiers qui l'attendent et qu'on va avoir enfin un gouvernement qui va être capable de redynamiser l'industrie et qui va être capable d'avoir des mesures pragmatiques très concrètes. C'est du gadget pour vous, par exemple, ces chèques alimentaires ? Moi, je pense que on n'a plus les moyens de dépenser de l'argent inutilement. Il faut qu'à un moment donné, on centre. J'ai entendu effectivement que les minima sociaux allaient être valorisés. Moi, je pense qu'il faut réinciter les gens à retourner au travail. Il faut qu'on arrête à un moment donné de faire de l'assistanat. C'est quelque chose que je dis depuis très longtemps. Il faut absolument que le gouvernement prenne la juste mesure des choses pour que les entreprises puissent embaucher dans les meilleures conditions et que les Français retournent une bonne fois pour toutes au travail et que chacun puisse tirer profit de son engagement dans une entreprise pour à la fois vivre dignement et en même temps trouver une porte de sortie à la crise que l'on connaît actuellement. Ouais. Faites-vous confiance au gouvernement Borne? C'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur les réseaux sociaux, puis surtout vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. Bonsoir Béranger. Bonsoir Philippe. Vous nous appelez de Dordogne. Bonsoir à vous mon cher Béranger. Nicolas Corato et Luc Krief sont avec nous. Alors, la même question. Que vous inspire ce gouvernement Borne? Eh ben, pour reprendre le mot de Nicolas Corato, c'est effectivement un gouvernement parfaitement homogène technocratiquement. C'est-à-dire qu'on a des technos, on a globalement des néolibéraux, on a des gens qui sont dans l'entourage des patrons de Carrefour, de la Société Générale. Vous regarderez les secrétaires d'État, notamment Charlotte Cobel et Amélie Oudéa-Castéra. Donc c'est un gouvernement homogène. Alors moi je veux bien on attende des monts et merveilles de ce nouveau gouvernement et de Madame Borne, mais que les salariés, les employés, les gens qui gagnent entre 1200 et 1800, 2000 euros se rassurent, la vie va aller beaucoup mieux grâce à Emmanuel Macron, notre leader supralumineux. Vous auriez aimé, vous, une ouverture plus à gauche ? Mais il n'y a pas de gauche chez Emmanuel Macron, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que la gauche d'Emmanuel Macron, qui est une espèce de social-démocratie néolibérale, est un paravent pour continuer le rouleau compresseur que les Français subissent depuis environ 3 décennies maintenant. Macron ne fait qu'être la cerise sur le gâteau de ce système de pensée ou d'absence de pensée. Et on se fiche bien des conséquences sociales que ça aura dans les prochaines années, parce que de toute façon, ils déserteront tous. Une fois le mandat terminé, chacun repartira à ses petites affaires. Mais par contre, la population française, je vous l'assure, pendant ce mandat, elle va s'appauvrir et l'inflation qui va exploser. Alors, on veut régler l'histoire à coup de chèques. C'est un véritable scandale. J'entendais le second intervenant, je m'excuse monsieur, je n'ai pas retenu votre nom de famille, dire oui, il faut inciter les gens à retourner vers le travail. Enfin, Luc Krief, c'est Luc Krief. Voilà, Luc. On vous a perdu, Béranger, qui nous appelait de Dordogne. Tiens, justement, Luc Krief, alors il vous interpellait, Béranger, avant que ça coupe. Je pense que ce qu'il n'a pas apprécié, c'est quand vous avez parlé d'assistanat. Et je pense qu'il fait allusion à tous ces Français qui aimeraient bien justement sortir de cet assistanat, entre guillemets, et qui ne trouvent pas de travail. Luc Krief, où c'est compliqué. Oui. Oui, mais justement, moi, je crois qu'on n'a pas une politique incitative pour retourner au travail. On a beaucoup plus une politique incitative, malheureusement, depuis de nombreuses années, pour que les gens restent en dehors du marché du travail. Je crois qu'il y a plein d'économistes qui ont dit que aujourd'hui, les aides, les assistances, l'environnement social qu'on a mis en place n'était pas très incitatif pour retourner sur le marché de l'emploi. Je crois qu'il faut que l'on ait réellement la possibilité d'avoir une démarche libérale ou peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, néolibérale, pour que les entreprises puissent retrouver des capacités de réembauche, d'investir, qu'on arrête de taxer les moyens de production, parce que je crois que c'est également l'un des problèmes que l'on a sur la réindustrialisation du pays. Et il faut absolument que l'on puisse inciter les Français à aller vers le marché de l'emploi et que les Français puissent effectivement. Est-ce que vous trouvez par exemple que la réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme, Luc Krief ? Pour inciter les Français à aller travailler. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On a des pays. Je pense qu'on a des pays aujourd'hui au nord de l'Europe qui ont une véritable politique de la gestion du non-emploi et de la manière dont les gens retournent à l'emploi. Et c'est des politiques qui ont l'air de fonctionner. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'inspire d'un certain nombre de pays au nord de l'Europe pour qu'à un moment donné, on puisse avoir à la fois une politique dynamique de gestion du chômage et en même temps permettre
permettre aux gens de trouver un emploi qui soit qualifié et qui leur permette de vivre de leur emploi. Alors Béranger Dordogne, juste avant que ça coupe, vous vouliez interpeller Luc Érykrieff, mais vous avez vu, je suis un peu devin, j'ai lu dans vos pensées, donc il vous a répondu, Luc Érykrieff. Est-ce que sa réponse vous satisfait? Est-ce que vous voulez lui répondre, Béranger? Eh bien, disons qu'après avoir pratiqué des politiques néolibérales pendant 20 ou 30 ans et avoir désindustrialisé ce pays, c'est bien commode de venir demander aux gens d'aller travailler, d'accepter à peu près n'importe quel emploi, des bullshit jobs, des emplois précaires à l'allemande, comme ça se fait depuis un certain temps. Donc non, ça tient pas du tout, parce que ça, c'est porter la responsabilité de la déshérence de l'emploi sur la population. Et à un moment, c'est pas les travailleurs et les gens qui bossent tous les jours qui sont responsables de la désertification économique. Ce sont les dirigeants qui ont pris les mauvaises décisions. Alors moi, inciter les gens à travailler, je veux bien. Moi, je suis désolé, je connais très peu de chômeurs. Moi, je suis dans une zone plutôt rurale et où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Par contre, que les responsables politique qui nous parle de, par exemple, baisser les charges depuis des décennies. Alors on y a eu droit avec Sarkozy. Je veux dire, il s'est passé très très peu de choses de la part même des néolibéraux. Et en fait, on a toujours le même discours. Et à la fin, on porte la responsabilité sur les populations. Donc moi, ce discours, il avait défiscalisé les heures supplémentaires, Nicolas Sarkozy. Tiens, il nous reste 2 petites minutes. Nicolas Corato sur l'analyse de Luc Érykrieff, sur l'analyse de Béranger qui est avec nous, Nicolas Corato. Oui, mais je crois qu'on a changé d'air. C'est-à-dire que, comme le disait votre auditeur, ça fait 30 ans qu'on est sur les mêmes recettes et sur les mêmes demandes du patronat d'ailleurs, qui n'ont produit quasiment aucun effet économique ou social positif. Et tout le monde le constate, la désindustrialisation, l'échec face au chômage, l'émergence des travailleurs pauvres, personne ne peut s'en satisfaire et manifestement il faut changer de logiciel. Alors c'est difficile de changer de logiciel, mais le monde est en train de changer pour nous. Et on va être obligé, y compris dans le patronat, de prendre ses responsabilités. J'entendais un responsable américain, pas n'importe lequel, le président des États-Unis il y a quelques mois, qui n'est pas un socialiste, dire quand on lui disait mais il y a des millions d'emplois aux États-Unis qui ne sont pas pourvus, sa réponse était pay them more, payer les plus. Eh bien oui, cette question du salaire et cette question de la rémunération du travail, il va falloir qu'on se la pose. Il va falloir qu'elle soit posée, y compris aux producteurs que sont les patrons. Et d'ailleurs, j'entendais Bruno Le Maire demander au patronat, finalement, ce qu'il comptait faire et la part de solidarité qu'il comptait activer pour participer à cette crise de lutte contre l'inflation et contre la perte de pouvoir d'achat des Français. Oui, chacun va devoir prendre sa part, et pas toujours les mêmes. Et effectivement, la question aujourd'hui, c'est le partage de la part de solidarité sur le relèvement de l'économie française. Le patronat devra prendre sa part. Ouais. Tiens, une dernière question, Nicolas Corato. Est-ce que le choix d'Elisabeth Borne, est-ce que vous pensez que c'est une première ministre par défaut? On sait qu'Emmanuel Macron a sollicité 2-3 figures de gauche qui ont refusé le poste. Est-ce qu'elle est légitime, Elisabeth Borne? Non seulement, alors, elle est techniquement très légitime, c'est une technicienne hors pair des sujets travail, transport, écologie, elle l'a montré. Je ne sais pas si ça suffit à faire un bon Premier ministre, mais techniquement, elle connaît ses dossiers. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que ce soit un second choix. Moi, j'ai plutôt compris que c'était un choix que le président de la République avait formulé il y a très longtemps, puis qu'ensuite, il avait cherché d'autres pistes avant de revenir à son premier choix, qui était plutôt Elisabeth Borne. Et puis, je crois que c'est le choix de la fidélité et de la loyauté. Depuis le départ, quand même, Emmanuel Macron cherche des premiers ministres qui... d'une certaine manière, seront non pas corvéables à merci, mais lui seront redevables. Et je pense qu'effectivement, Elisabeth Borne fait partie de cette catégorie. Ouais. Merci Nicolas Corato, merci à vous Béranger de Dordogne au 0826 300 300 d'avoir échangé avec Nicolas Corato et Luc Érykrieff qu'on va retrouver dans quelques minutes. Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol par 2 femmes, les faits qui remontent à une dizaine d'années. À gauche, les appels à ce que le nouveau ministre soit démis de ses fonctions se multiplient. Damien Abad doit-il quitter le gouvernement? Il a dit il y a 1 heure qu'il ne démissionnerait pas. On en débat dans une poignée de minutes avec Luc Érykrieff, Nicolas Corato et vous évidemment. Au 0826 300 300, les vraies voix de la politique sur Sud Radio. On revient dans quelques minutes, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Ce sont les vraies voix de la politique ce soir avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec Luc-Éric Krief, porte-parole du syndicat Place d'Alliance. Damien Abad doit-il quitter le gouvernement? Vous votez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube et puis vous nous appelez pour réagir. 0826 300 300, Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, accusé de viol par 2 femmes, des faits qui remontent à une dizaine d'années. À gauche, on appelle à la démission du nouveau ministre des Solidarités qui a réagi, qui s'est exprimé il y a une petite heure. On l'écoute. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Damien Abad qui a rajouté qu'il ne démissionnerait pas. Un ministre innocent ne démissionne pas. Voilà ce qu'il a déclaré, Nicolas Corato. Est-ce que Damien Abad doit quitter le gouvernement ? On voit bien que c'est une figure imposée désormais très difficile à exécuter. Il y a deux manières de voir les choses. Je mets de côté la manière personnelle. Il y a la manière juridique et Damien Abad est bien entendu présumé innocent. Mais je dirais que à la limite, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est politique. Et le sujet, à la limite, ne concerne pas Damien Abad. Son affaire avec ces femmes qui l'accusent de viol, c'est une affaire qui doit concerner la justice et à la limite la conscience des uns et des autres, de celle qui l'accuse comme de celui qui est accusé. Mais il y a un problème politique, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y avait eu des signalements portés à la connaissance de 2 partis politiques sur le fait que Damien Abad était effectivement accusé par ces femmes de viol. C'est-à-dire que au moment où il a été proposé pour être nommé ministre, on, et c'est un on générique, savait, dans le milieu de la majorité présidentielle, que ces accusations couraient ou avaient lieu. Alors effectivement, on a le droit de ne pas y porter caution, mais ça c'est un acte politique de nommer un ministre, tout en sachant qu'il est accusé, effectivement, par des femmes de viol. Et c'est une responsabilité politique pour ceux qui l'ont nommé, de l'avoir nommé en connaissance de cause. Et c'est bien là que commence effectivement le débat politique, non pas sur l'innocence ou la culpabilité d'un homme, qui ne relève que de la justice, et ça je crois qu'il faut toujours insister sur le sujet. Il n'y a pas de tribunal populaire ou médiatique, il n'y a pas de tribunal politique non plus, il y a un tribunal judiciaire qui est en charge de faire des enquêtes lorsqu'effectivement il y a lieu d'en faire, mais ça c'est une responsabilité politique. Quand on est président de la République, Premier ministre, président d'un parti, qui ont fait de la violence, de la lutte contre la violence faite aux femmes, un axe prioritaire de leur politique, et qui d'ailleurs ont obtenu des résultats, il faut le dire. Depuis 5 ans, la politique menée contre les violences faites aux femmes s'est améliorée, jamais assez par rapport aux objectifs qu'on peut se fixer, mais l'État a pris conscience et a pris des actions fermes pour lutter contre ces violences, qu'elles soient conjugales ou autres. Mais quand politiquement vous prenez ce choix de dire on va faire abstraction du fait qu'il y ait des femmes qui l'accusent de viol et on va quand même le nommer ministre, oui, ça pose une problématique politique et qui pose finalement une impasse politique, puisqu'une fois que vous l'avez acquis et que vous l'avez fait rentrer au gouvernement, comment vous le faites sortir ? Et vous êtes obligé de dire c'est la justice qui fera son travail, mais la justice ne va pas faire son travail en 2 mois. Donc vous êtes dans une problématique strictement politique et dans à mon avis, une responsabilité politique qui pose sur le gouvernement et qui fait, à mon sens, que cette histoire politiquement ne va pas pouvoir durer aussi longtemps qu'une enquête judiciaire. Ah mais ça a duré quand même pour Gérald Darmanin, Nicolas Corato, le ministre de l'Intérieur. Pareil pour le garde des Sceaux qui a été mis en examen et qui est resté pourtant. Oui, on est bien d'accord, mais la difficulté c'est que là, si vous voulez, les faits sont têtus et c'est peut-être le ministre de trop. Voilà, c'est peut-être l'affaire de trop. Et encore une fois, sans que ça remette en cause la présomption d'innocence dont il doit bénéficier. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections législatives Damien Abad, candidat, on a bien compris qu'on démissionnait quand on n'était pas élu. En tout cas, ça peut contribuer à mobiliser encore un peu plus le camp des femmes pour d'autres candidats que ceux de la majorité présidentielle. Ça, c'est évident. Le camp des femmes est celui des hommes qui, effectivement, croient que la lutte contre les violences faites aux femmes doit être une priorité politique. Ouais. Luc-Éric Krief. Vous m'entendez ? Oui, très bien, Luc-Éric.
Oui. Vous voulez que je réagisse par rapport à Damien Abad? Ouais, Damien Abad. Est-ce qu'il doit donc démissionner? Il a dit qu'il ne démissionnerait pas. Un ministre innocent ne démissionne pas, pressé par la gauche. Évidemment, on sent bien que dans la majorité, évidemment, il y a ceux qui ne font pas de commentaires, mais il y a ceux aussi en off qui expliquent que, comme le disait Nicolas Corato, ça va pas pouvoir durer très longtemps. Alors, je vais vous répondre rapidement sur Damien Abad et puis je voudrais revenir, si vous me permettez, 2 petites secondes sur ce que disait tout à l'heure Nicolas, sur la responsabilité des chefs d'entreprise en termes d'augmentation. Alors, rapidement, moi, Damien Abad, je considère qu'il faut arrêter de faire du sensationnel, de l'extraordinaire. C'est des affaires qui remontent à 10, 11 ans. Si quelqu'un a été violé il y a 10, 11 ans, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne réagisse pas auparavant et qu'on attende que la personne soit nommée ministre pour qu'à un moment donné, on puisse réagir, déposer plainte. Alors ça, apparemment, c'est Nicolas Corato, il y a une plainte qui a été classée sans suite. Il y a eu une plainte. Il y a eu une plainte classée sans suite. Elle a été classée sans suite. Effectivement, c'est tout le problème de la libération de la parole des femmes qui a besoin de temps parce que tout simplement les autorités, les institutions parfois ne leur laissent pas effectivement la capacité de libérer cette parole. Non, c'est Mediapart qui a attendu qu'il soit nommé ministre pour. Mais il ne faut pas s'étonner que les femmes libèrent leur parole avec beaucoup de temps et beaucoup de délai. C'est d'ailleurs, je veux dire, un des drames de leur vie quand elles ont subi ce genre d'agression sexuelle. Alors, moi, je vais être un peu plus clair. Je considère qu'effectivement, la violence faite aux femmes est scandaleuse et qu'à un moment donné, il faut réagir et avoir les bonnes lois pour pouvoir faire avancer le sujet. Je trouve un petit peu dommage qu'aujourd'hui, on mette à l'index un certain nombre de personnalités, surtout quand elles prennent des responsabilités pour les accuser de viol. C'est tellement facile qu'à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si le viol il devient pas légitime pour effectivement détruire quelqu'un et détruire une carrière. Voilà. Donc moi, je m'inquiète par rapport à ce genre de phénomène qui prend de l'ampleur à travers MeToo, Dénonce ton port ou que sais-je encore. Voilà, ça devient un peu trop facile et globalement, on se rend compte que la plupart des affaires, tout à l'heure, vous avez cité Gérald Darmanin, on a bien vu que les affaires, elles sont mortes et l'œuf, ou en tout cas le soufflet, s'est vite dégonflé. Voilà, donc moi, en ce qui concerne Damien Abad, la présomption d'innocence me paraît relativement importante et je pense qu'il faut arrêter de faire du spectaculaire comme Mediapart le fait si bien. Il faut qu'à un moment donné, on puisse avoir des éléments probants pour pouvoir réagir et agir en conséquence. Alors, je vais juste revenir, si vous me permettez, Philippe, en 2 secondes sur ce que Nicolas. Alors, on clôt le sujet Damien Abad, très bien. Alors, vous voulez revenir sur les augmentations de salaire? Voilà, parce que j'ai pas eu la possibilité de réagir. Alors, je vais juste donner un élément à Nicolas. On a aujourd'hui beaucoup de travailleurs frontaliers avec la Suisse qui vont travailler en Suisse parce que les salaires sont bien meilleurs. La Suisse, c'est 28% du PIB correspondant à l'industrie, contrairement à la France, on est à peine à 10%. La Suisse a maintenu un niveau industriel très important, permet d'avoir des salaires très importants, a des fleurons industriels très importants qui rayonnent dans tout le monde. Et aujourd'hui, le niveau de charge, le code social, le code du travail n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Donc, plutôt que demander aux chefs d'entreprise de faire les efforts et de prendre leurs responsabilités, chose que nous sommes totalement capables de le faire, c'est à un moment donné, il faut qu'on ait une impulsion politique pour que l'on puisse prendre en ligne de compte que si on veut industrialiser et réindustrialiser un pays, il faut que l'on prenne des mesures qui soient très concrètes, qu'on arrête de taxer la production en France et qu'on arrête de taxer l'industrie, que l'on ait un niveau de charge sociale, parce qu'aujourd'hui on est quand même le pays le plus taxé au monde, où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. Il faut que l'on ait quelque chose qui permette le retour à l'emploi et qu'on arrête à un moment d'avoir une politique sociale sous couvert d'une gauche qui se veut très attentionnée à la situation des Français qui sont en dehors du marché du travail. Je crois qu'il faut que l'on ait une véritable politique incitative du marché à l'emploi. Je le répéterai à l'envi pour que les Français retrouvent le goût du travail et non plus le goût de l'assistance. Alors, Nicolas Corato va vous répondre. Il nous reste une petite minute, Nicolas Corato. Ouais, je ne vais pas polémiquer de manière transatlantique avec. Mais 2 choses. D'abord, moi je suis là de cette expression. Les Français doivent retrouver le goût, le chemin du travail. Je pense que on n'a pas de leçon à donner aux Français sur leur appétence au travail. Je pense que les Français travaillent, sont des travailleurs, sont des gens courageux d'ailleurs qui l'ont montré ces derniers mois ou ces dernières années face aux différentes crises qu'ils ont subies. Donc que chacun s'évite les leçons de morale données aux autres. La deuxième chose, c'est que la seule chose que je dis, c'est que ça fait des années qu'on donne de l'argent aux entreprises. Diminution des charges sociales, qui diminue d'ailleurs les ressources de nos hôpitaux, par exemple, ou de notre système social. Et puis depuis 2016, une nouvelle politique économique en France depuis Monsieur Hollande, avec un secrétaire général adjoint qui s'appelait Emmanuel Macron, la politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on redonne de l'argent aux entreprises pour qu'elles reconstituent leur capacité de production. Qu'ont-elles fait
de cet argent depuis 6 ans, les entreprises? Est-ce que la France s'est réindustrialisée? Est-ce qu'on a relocalisé des chaînes de production en France de manière spectaculaire? Ce qui a été spectaculaire, en revanche, effectivement, c'est l'augmentation de la marge et de la rentabilité de certaines entreprises, mais pas malheureusement l'effet concret sur l'économie réelle. Voilà, vous avez répondu Nicolas Corato à Luc Écrieff qui ne peut pas malheureusement vous répondre. Ça fera l'objet d'un débat évidemment qu'on organisera sur l'augmentation des salaires. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, et donc Luc Écrieff, porte-parole du syndicat Place d'Alliance. Dans quelques instants, le Loft Musique et Yvan Cujous qui reçoit ce soir Carmen Maria Vega. À tout de suite.